Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. Sa tâche est gigantesque. Ses responsabilités immenses, en tout cas, beaucoup plus immenses que celles de presque tous ses autres collègues du continent. Il s'appelle Guilain Niembo, ministre d'État, ministre du Plan, chargé de la coordination de l'aide au développement de la RDC, la République démocratique du Congo. Deuxième plus grand pays de l'Afrique après l'Algérie. Comment développer un pays vaste de plus de 2 345 000 km²? Comment le pouvoir en infrastructure énergétique, routière, portuaire, aéroportuaire? Comment dynamiser son économie, améliorer ses performances macroéconomiques? Comment rendre moins extravertie l'économie congolaise et plus diversifiée? Au passage, comment nourrir et bien nourrir plus de 105 millions de Congolais? Guilain Niembo, le ministre congolais, tel un pèlerin du développement, ne rate aucune occasion, aucun forum pour vanter le potentiel économique de son pays afin d'y attirer des investisseurs. À Paris, dans le cadre du Forum Investir en Afrique, édition 2026, il nous fait l'honneur de répondre à quelques-unes de nos questions. Il est notre invité. Monsieur le ministre, bienvenue. Et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci, monsieur. Je l'ai dit, vous êtes à Paris, dans le cadre du Forum Investir en Afrique, édition 2026. Il s'est achevé ce 9 avril. Comment avez-vous vécu ce forum et qu'est-ce qu'on peut en espérer pour votre pays, la RDC? Écoutez, c'était un forum très intéressant. Donc, déjà que nous constatons que l'Europe davantage s'intéresse de plus en plus en Afrique, et surtout pour la RDC aujourd'hui qui fait la une dans ce qu'elle peut représenter dans le monde d'aujourd'hui. Donc, il était intéressant de participer à ce forum. Ce forum qui a réuni plus de 1500 personnes intéressées dans le monde des investissements. Donc, pour nous, c'était un cadre idéal pour que nous puissions dire ce que la RDC est aujourd'hui, où est-ce que la RDC veut aller, et de dire aux investisseurs que, voilà, nous sommes là, nous sommes prêts à vous accompagner et essayer de taire un peu toutes les inquiétudes, des peurs que les gens peuvent avoir par rapport à la République démocratique du Congo, changer le narratif, parce que c'est ça, ce que nous voulons pour la RDC. La RDC, c'est beaucoup de choses. La RDC, vous l'avez dit, la taille. Oui. Et voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Mais nous voulons que nous-mêmes, nous puissions expliquer la RDC, pas d'autres, à notre place. Et vous avez le sentiment d'avoir été écouté, en tout cas? Je pense bien, parce que ce qui a suivi était très bien. Parce que j'ai eu beaucoup de commentaires et beaucoup de gens qui sont venus. J'étais même surpris et agréablement surpris de voir qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans la salle, qui investissaient déjà, et d'autres se préparaient à descendre en République démocratique du Congo. Ça veut dire que le message passe. Rentrons dans le vif du sujet. Le sujet, c'est le développement. Et c'est votre sujet. Vous êtes un technocrate qui s'occupe de ces problématiques. Vous dites, monsieur le ministre, nous souhaitons que chaque province de la RDC devienne un moteur de croissance. Je rappelle au passage que votre pays, il est vaste, c'est 26 provinces. Ça veut dire quoi concrètement, que chaque province de la RDC devienne un moteur de croissance, monsieur le ministre? C'est déjà quelque chose d'inscrit dans le plan national stratégique de développement parmi les domaines de concentration. Vous voyez qu'on s'intéresse aux provinces, oui. Donc un développement durable, équilibré des provinces. C'est très important pour nous parce que déjà la RDC, comme on le dit, c'est un grand pays à la taille du continent. On ne peut pas développer la RDC comme un pays classique. Donc, il faut de la méthode, il faut des stratégies qui nous permettent d'aller, mais aller plus vite. Parce que les compatriotes, ils attendent des résultats. Les compatriotes, ils attendent que ce que tout le monde dit en termes de croissance et tout ce que vous voulez puisse les atteindre, puisse les impacter. Voilà pourquoi nous estimons qu'il est temps de pouvoir mettre en exergue cet aspect de dire la RDC, chaque province, dans ses capacités, doit devenir un moteur de croissance pour la RDC. Parce que chaque province a la population qu'il faut, chaque province a les richesses naturelles qu'il faut, et chaque province peut développer des capacités en termes de capital humain et tout ça. Et pour permettre justement que la province puisse contribuer dans sa spécificité sur le paquet global qui est la RDC, et à partir de là, interconnecter toutes les provinces. Donc voilà pourquoi
nous pensons qu'il faut donner la chance à chaque province de pouvoir contribuer à la richesse et au développement de la RDC. C'est plus efficace comme ça, c'est plus adapté pour nous. Et je crois que c'est là où c'est la direction que nous prenons. Et nous voulons insister là de manière beaucoup plus forte. Parce que vous imaginez, ce qui se passe dans ma tête, c'est qu'une province doit être considérée comme un projet. Ah, c'est intéressant. Et nous voulons aussi encourager les entreprises d'arrêter de devenir une entreprise qui vient, vous en occuper, dire on va faire des spécificités pour vous. Nous voulons des consortiums qui viennent prendre toute une province et que ensemble avec nous, nous puissions construire des développements de la province dans sa spécificité. Et ça donne même la possibilité à réduire les inquiétudes sur la question que chaque entreprise peut se poser, de dire la bancabilité de ce que je vais faire dans une province. Mais ça, quand vous amenez des concessionnaires pour des routes, vous donnez des concessions pour construire des routes à une entreprise, vous donnez la possibilité à d'autres de créer des unités de production. Ça peut être dans les mines, ça peut être dans l'agriculture, l'industrie, hein, parce que nous sommes dans une étape où nous devons favoriser l'industrialisation. D'autres, mais ces gens-là qui vont travailler, que ce soit pour construire des routes, que ce soit pour travailler dans la production, dans l'industrie, que ce soit pour faire l'agriculture, parce qu'on va augmenter plus de possibilités, il y aura plus d'infrastructures pour libérer ces marchandises. Ça va permettre de créer l'habitat qui va suivre, parce que ces gens-là vont pouvoir habiter quelque part. Et la banque ou les banques vont venir parce qu'il faut accorder du crédit pour que ces gens-là puissent avoir leur habitation. Donc, on développe l'habitat et puis on développe les écoles, on développe les hôpitaux. Dans la stratégie du président de la République, il va y avoir des hôpitaux, des références. Donc, un hôpital de référence dans chaque province. Donc, ça aussi, donc, il faut créer des conditions pour que ça soit absorbé. Donc, il y a toute une série de choses qu'on peut faire dans chaque province qui veut que nous puissions mettre ça en valeur. Il faut de la méthode, il faut des résultats. Alors, c'est très intéressant, votre concept, ou du moins, votre paradigme. Ça vous vient d'où? Le vrai problème que la plupart des États ont sur le continent, c'est de tout concentrer dans la capitale et d'oublier l'arrière-pays. Et là, on voit avec vous une spécificité, un nouveau paradigme qui consiste à déconcentrer les mécanismes et les processus de développement. C'est votre inspiration? Comme je l'ai dit, il y a eu des réflexions dans le plan national stratégique de développement, c'est dit. Maintenant, il faut mettre en œuvre. Ça demande justement de trouver les mécanismes qu'il faut. Aujourd'hui, nous partons déjà avec le programme local que nous développons. Oui, le programme de développement local. Nous voulons que ça soit massif. Massif. Voilà pourquoi nous voulons considérer, parce que là, on parle des territoires. On prend la dimension provinciale qui est encore plus grande et qui va permettre d'impacter de manière significative les populations qui sont concernées. Donc, vous voyez le génie du président de la République dans cette logique des développements local, c'est ce que nous sommes occupés à pousser vers l'avant pour que ça soit une réalité aujourd'hui ou demain. Alors, on voit qu'effectivement, dans la mise en acte de ce génie dont vous parlez, les indicateurs macroéconomiques sont globalement bons dans votre pays. En tout cas, sur ces dernières années, il y a une évolution qualitative de la qualité des indicateurs macroéconomiques. Là aussi, c'était quoi vos recettes pour atteindre ces résultats? Aujourd'hui, on a 6% de taux de croissance. C'est un travail depuis déjà que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est là. Vous vous souviendrez, il est là depuis 2019. La Covid nous a rattrapés tous, 2020. Mais vous avez vu les résultats de la RDC, c'est que nous sommes sortis de la Covid renforcés d'ailleurs, par rapport à d'autres pays qui avaient une croissance négative, alors que nous, on était encore dans une croissance positive en RDC. Donc, c'était déjà des politiques publiques qui se suivaient et qui consolidaient la gouvernance du pays. Et qui fait que aujourd'hui, nous sommes en train de récolter des résultats parce que nous avons une croissance d'ailleurs qui avait un peu affaibli à cause du problème de cobalt. Hein, il y a le prix qui avait chuté, donc il fallait réagir. Nous avons pu ralentir en suspendant
la vente du cobalt, mais enfin les exportations. Donc vous finissez 70% de la production. Voilà, ce qui a ralenti un peu sûr. notre croissance en 2025, mais qui va être relancé parce que nous avons repris, bien sûr, avec la vente par quota, mais qui va relancer la question. La production ne s'arrête pas. Donc, il va continuer encore parce que les perspectives sont bonnes. Les pays sont en train de courir derrière le cobalt de la RDC. Les Américains sont là, les Européens ne sont pas du reste. Donc, voilà. Donc, ça veut dire tout simplement que la RDC avance calmement, mais sûrement. Parce qu'il y a la croissance d'un côté, il y a la question de l'inflation, aujourd'hui maîtrisée, la question de la stabilité du franc congolais. Aujourd'hui, de plus en plus de Congolais laissent aujourd'hui leur franc congolais sur leur compte, alors qu'hier, tout de suite, ils devaient soit retirer, soit convertir en dollars. Donc, il y a une confiance qui règne, donc ce qui favorise en réalité l'environnement des affaires pour les locaux déjà. Et nous allons continuer notre travail de faire, c'est ce que nous faisons, donc de dire aux investisseurs, venez, la situation elle est bonne, les perspectives sont bonnes, et donc vous pouvez investir tranquillement en République démocratique du Congo. La croissance, elle est là, mais le défi, c'est de la rendre inclusive afin que vos compatriotes puissent en profiter, en bénéficier au quotidien. Et ce défi, comment comptez-vous le relever, monsieur le ministre? De plusieurs manières. Donc, déjà, c'est une préoccupation. Donc, oui. Nous savons, je vous ai dit, la RDC, c'est grand. Et notre objectif de croissance, déjà, nous n'y sommes pas encore parce que nous avons besoin d'une croissance de 10% pour atteindre nos objectifs du plan national de stratégie de développement et qui va avec la vision de l'horizon 2050. Oui. Donc, vous voyez que nous ne sommes pas encore arrivés, mais nous continuons à pousser, mais il faut qu'en même temps, nous poussons, c'est-à-dire que nous sommes en train de demander plus de diversification au niveau de l'économie parce que nous sommes pour l'instant dans les secteurs miniers essentiellement, mais nous voulons déjà la diversification dans les secteurs miniers pour qu'on ait l'industrialisation, les développements des chaînes de valeur ici sur place en République démocratique du Congo et ensuite d'autres secteurs agricoles qui est un secteur très prometteur pour nous parce qu'il y a des grands bassins agricoles au niveau du pays. Nous voulons nourrir l'Afrique, nourrir le monde. Donc, il y a une très grande capacité et un potentiel énorme là-bas. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui va s'ajouter, nous le savons. Mais ce qui est important maintenant, c'est de faire en sorte que cela puisse impacter nos populations. Oui. On parle positivement, des jeunes, oui. Positivement. On parle des jeunes aujourd'hui. Le président de la République, vous l'avez vu, il avait présidé une table ronde qui a fait ressortir des recommandations intéressantes pour les jeunes. Mais il y a aussi des programmes d'autonomisation des femmes. Donc ici, nous sommes vraiment avec des programmes qui vont toucher les personnes les plus fragiles pour leur permettre de recevoir les richesses que produit le pays aujourd'hui. La stratégie ici des développements locaux, ça fait partie de ça. Nous allons vers la population, des populations des contrées les plus lointaines, pour rapprocher la richesse vers eux. Donc nous amenons les écoles, nous amenons des solutions pour la santé, nous amenons les routes agricoles pour leur permettre justement d'augmenter la production. Parce qu'à ce moment-là, les routes seront là, ils pourront évacuer leurs biens et services, leurs biens jusque dans les grandes villes. Donc, c'est quand même une préoccupation qui, en réalité, est en train de trouver des solutions. Et ça renforce justement l'idée de ce que je parle, de renforcer cette notion de développement par province, pour faire en sorte que nous puissions nous concentrer sur ce que la province peut donner avec la population qu'il y a là. Donc, ça nous permet en même temps de nous dire, c'est dans cette province-ci que nous voulons prendre la main-d'œuvre ici. Donc, ça veut dire que nous devons développer ce capital humain qui est là pour être capable d'accompagner la province. Donc, en termes d'éducation, en termes de santé. De formation. Aussi. Voilà. Donc, nous y sommes, en fait, presque. Nous sommes en train d'avancer très rapidement vers ces solutions-là. Donc, quand on prend le volet diversification, monsieur le ministre, si on comprend bien, c'est deux dimensions. Diversification de l'économie extractive et minière, enfin, au sein de l'économie extractive et minière, puis diversification de l'économie globale en actionnant le levier agriculture, dites-vous. Il y a aussi le tourisme. Donc, le tourisme, c'est, si vous allez dans certains coins de la République démocratique du Congo,
vous allez être époustouflé parce que c'est un domaine qui peut se développer très rapidement. Mais encore une fois, vous voyez pourquoi il était intéressant d'être ici avec ce forum sur les infrastructures, parce que ça, c'est quelque chose dont nous avons besoin énormément pour servir la République de manière intégrale, aussi la région, et donc attirer tous ces gens de venir finalement à la République démocratique du Congo, d'éviter de faire passer dans d'autres pays voisins, et vous savez que tous les voisins ne sont pas toujours gentils avec nous. Donc nous voulons que les gens puissent rentrer par la grande porte en République démocratique du Congo et que nous puissions discuter face à face de ce qu'ils peuvent faire dans notre pays, mais aussi laisser, c'est-à-dire qu'il y a la question de transfert des compétences, la question de transfert des technologies, tout ça, pour que nos populations puissent bénéficier de ça et devenir une population capable d'accompagner le développement que nous avons et dans la dimension de la RDC. Je l'ai dit dans mon mot introductif, vous avez la responsabilité de nourrir 105 millions de Congolais, mais c'est une donnée très, très approximative. Et là, on voit bien que vous avez en vue de procéder à un recensement global afin d'avoir des données sûres. Ça aussi, c'est un levier, ça va être un instrument important pour vous. Mais c'est essentiel, c'est basique même, je peux dire. Il était temps, après 42 ans, de faire en sorte que le pays puisse avoir des données fiables pour un pays. Nous vous disons que nous voulons améliorer donc la vie des gens, nous voulons réduire la pauvreté, l'inclusivité dont on parle. Donc il faut déjà savoir compter les gens à qui vous voulez faire du bien. Donc si dans un territoire, il y a 100 personnes et que vous produisez pour 40 personnes, vous ne faites rien. Donc si vous vous créez un barrage pour desservir une population de 100 personnes, alors qu'en réalité, ils sont 200, ça veut dire que vous n'avez pas la qualité d'électricité dont il vous faut. Si il faut construire des écoles, comme on le fait aujourd'hui avec le programme de développement local, d'ailleurs, il y a déjà certains députés qui n'étaient pas contents de dire, voilà, chez moi, il y a juste autant d'écoles, j'ai besoin un peu plus d'écoles que les territoires voisins. Mais tout ça, ça se fait sur base des chiffres connus et maîtrisés. Donc, ce n'est pas chacun qui va dire, moi, je veux ça, je veux ci. Non. On va savoir, il y a combien d'enfants, et quel âge, à quel moment ils vont avancer, à quel moment on a besoin d'avoir 10, 20, 30, 40 écoles, à quel moment on a besoin d'avoir quelle taille de centre de santé nous avons besoin pour ce territoire-là, quel type de médicaments nous devons importer ou nous devons créer pour desservir ces populations. Mais on doit savoir quelle est la spécificité de chaque population et en nombre, en diversification de tout ça. Ce sont des informations importantes pour la meilleure planification de notre pays. Et comme j'ai dit, l'ambition, encore une fois, c'est de reprendre notre place au centre de l'Afrique, au cœur de l'Afrique. Oui. Nous voulons que les choses soient ordonnées. Nous voulons que ceux qui vivent sur le territoire national soient mieux servis. Et pour cela, il faut faire le recensement et donc savoir exactement qui sont ceux-là qui évoluent dans notre territoire et quelles spécificités ils ont. Voilà. On va dire quoi? La RDC a à son ministère du plan l'homme qu'il faut et qui maîtrise les problématiques. C'est ça qu'on va dire? Écoutez, nous avons été placés à ce ministère pour apporter ce dont le président de la République a besoin. Oui. Je pense que c'est ça le plus important. Donc, nous ne venons pas là parce que nous voulons faire, nous venons là pour réaliser la vision du président de la République. Et je vous ai dit ici, dans les engagements du président de la République, vous trouvez tout ce que je dis ici, la priorité sur l'emploi, la priorité sur les services publics, les rapprocher des populations, la question de la diversification. Voilà, c'est tout ce que nous faisons. Nous sommes dans l'exécutif. Nous exécutons pour, en tout cas, bien exécuter pour que les résultats soient au rendez-vous et que ça puisse impacter positivement les populations. Et donc, le mandat du président de la République va être reconnu dans ce qu'il a promis à la population, que nous essayons de l'aider pour qu'il puisse les réaliser.
Terminons cette émission, Monsieur le ministre, par une note politique. Nous avons reçu, notre média a reçu très récemment un responsable politique de la RDC, membre de la MOCA. On sent qu'il y a de la tension politique qui pointe, en tout cas, dans votre pays, la RDC. Ou alors, c'est le cours normal d'une vie politique dans une nation, ou bien est-ce qu'il y a vraiment de la tension, comme vous-même vous pouvez le sentir, puisqu'ils sont demandeurs de dialogue national, de cadre de concertation, afin de trouver de façon consensuelle des solutions aux problèmes de votre pays, la RDC. Mais bon, la question de dialogue, le président de la République a toujours été favorable et le président de la République le permet à tout moment. Donc, je crois que peut-être l'opposant dont vous parlez a même été reçu par le président de la République pour parler de la question. Le président de la République a reçu les religieux dans ce cadre-là. Il y a d'autres parties prenantes, en tout cas ceux qui s'intéressent à la République démocratique du Congo, qui ont parlé de la question. Mais on reste sur la même logique de voir que le président de la République reste ouvert. Il s'est adressé au corps diplomatique en janvier, oui, où il a encore confirmé sa volonté naturelle de dialoguer avec les gens. On ne peut pas diriger un pays sans vouloir dialoguer avec les personnes. Maintenant, quel type de dialogue on veut nous amener où? Aujourd'hui, il y a des institutions issues des élections qui ont été claires. Le président de la République a remporté haut la main donc, les élections de 2023. Donc, il ne s'agit pas de remettre en question l'ordre constitutionnel aujourd'hui. Donc, il s'agit de permettre à ce que les gens puissent discuter des problèmes de l'État, ce que nous trouvons tout à fait normal. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais les règles sont claires. Oui. Ça doit être fait en RDC avec les institutions de la République. Voilà, je trouve que ça a été dit, il l'a dit lui-même. Et voilà, je ne fais que répéter sa volonté. Donc, vous voyez, ça ne vient même pas de moi. Donc, vous n'avez aucune espèce d'inquiétude quant à une éventuelle crise politique qui pourrait intervenir dans votre pays prochainement? La politique a toujours des surprises. C'est vrai. Pour nous, ce qui est intéressant, enfin, ce qui est important en tout cas, c'est de tenir compte des avis des uns des autres. C'est dans ce cadre-là. Donc, s'il y a une manifestation d'intérêt pour dialoguer, pourquoi il faut refuser? Parce que ça permet, nous espérons, de mieux gouverner le pays, de mieux servir l'opposition à une voix. Et voilà, il faut l'écouter, et c'est ce qui est fait. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Guilé Niambo, je rappelle que vous êtes ministre d'État, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement de la RDC, la République démocratique du Congo. Merci d'avoir été notre invité. Merci, M. Joël. Mesdames et messieurs, c'était notre invité. Merci d'avoir été nombreux en notre compagnie. Restez fidèles à nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de notre invité.